Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre mini-série dédiée au sujet de cybersécurité dans le secteur de la défense. Pour ce 4e épisode, en partenariat avec Orange Cyberdéfense, nous allons découvrir ensemble comment le ministère de l'Intérieur s'organise pour lutter contre la menace cyber qui pèse sur notre pays. Et pour en parler, je suis honorée de recevoir le colonel Ludovic Vestieux, commandant de la division connaissance, anticipation et gestion de crise au sein du commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace, le COM CyberMI. Bonjour colonel. Bonjour. Et à vos côtés, j'accueille Pierre-Yves Amiot, directeur transverse au CERT d'Orange Cyberdéfense et également spécialiste CTI Cyber Threat Intelligence. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour et merci de cette invitation. Merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cet épisode. Je rappelle qu'Orange Cyberdéfense est l'entité du groupe Orange dédié à la cybersécurité. C'est aujourd'hui le principal fournisseur européen de services de cybersécurité et je suis absolument ravie de m'associer à cette belle entreprise dans le cadre de notre mini-série exceptionnelle qui nous donne le privilège de découvrir les coulisses du travail de professionnels de la cybersécurité dans le secteur de la défense. La lutte contre la criminalité dans le cyberespace, c'est notre sujet du jour. La France est un des pays les plus cyberattaqués au monde et depuis plusieurs années, nous sommes passés d'une logique de réaction à une logique d'anticipation pour être prêt le jour où la cyberattaque survient. Mais comment anticiper une menace invisible et qui évolue constamment ? Ces dernières années, de nouvelles institutions ont vu le jour pour répondre à ces nouveaux enjeux. J'avais eu l'occasion de recevoir le ComCyberGend au micro du podcast avec le général Boget. C'était il y a 3 ans. Aujourd'hui, l'organisation a quelque peu évolué et c'est ce qu'on va voir avec vous. Pour commencer, colonel Vestieux, pouvez-vous présenter le ComCyberMI et revenir sur son histoire, sa création et sur ses missions, s'il vous plaît ? Très bien, merci. Alors, le commandement du ministère de l'Intérieur dans le cyberespace est une création récente puisqu'il a été créé par décret en décembre 2023. Et il a une mission qui est multiple. Il a une mission de coordination des services, de définition de la stratégie ministérielle de lutte contre la cybercriminalité en lien avec la stratégie nationale. Il a une mission de connaissance et de documentation en fait d'un état de la menace. Il a une mission de formation et une mission également d'appui aux unités de police judiciaire dans le cadre des enquêtes, donc avec des moyens spéciaux. À l'origine, effectivement, la gendarmerie s'était organisée en constituant un commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Ce commandement, qui avait vocation à fédérer l'ensemble des compétences au sein de la gendarmerie, a servi de modèle pour ensuite monter au niveau ministériel et devenir en quelque sorte un navire amiral pour en quelque sorte coordonner et permettre d'affronter la criminalité dans le domaine cyber de façon organisée et avec plus d'efficacité. Le ComCyber a en charge une mission qui s'articule sur 4 piliers. Un pilier stratégie, avec une division de la stratégie, un pilier anticipation, un pilier formation, et puis un pilier appui aux enquêtes judiciaires. Donc nous avons un centre de formation qui est établi à Lille, qui forme les agents de l'État aux investigations dans le domaine cyber. La division de la stratégie qui est établie dans l'ouest parisien, elle est en charge de décliner au niveau ministériel la stratégie nationale et également de toute la coopération internationale. Et donc nous sommes en charge de l'état de la menace, pas uniquement d'ailleurs dans le sens renseignement, mais également avec des applications très précises pour permettre à certaines entités d'organiser leur cyber-résilience. À quoi ressemble le quotidien de vos équipes ? Le quotidien de notre division, eh bien, c'est tout d'abord une veille permanente des réseaux, de façon à mener la première étape de notre mission, qui est la détection des attaques. Ensuite, nous avons un travail d'analyse et de documentation sur un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs récurrents. Et donc, nous allons rassembler de la documentation à la fois technique, mais également juridique ou géopolitique dans certains cas, de façon à être en mesure d'interpréter leurs actions, éventuellement de les anticiper, puisqu'il y a des récurrences qui sont maintenant prévisibles, de façon à préalerter un certain nombre de cibles, on va dire,
habituel, malheureusement, et d'être en mesure de transférer également à la justice un certain nombre d'informations qui vont être pertinentes pour débuter une enquête. Et justement, j'allais vous demander à quel moment est-ce que vous intervenez dans une enquête cyber qui a pour but de traquer, d'aller arrêter des cybercriminels. Alors, pour ce qui est de ma division, elle s'arrête là où l'enquête débute. C'est toute la distinction qu'il y a en France entre le renseignement et l'enquête. Au sein du ComCyber, une division auparavant en charge des moyens spécialisés a participé à un certain nombre d'enquêtes, notamment celle concernant une messagerie criminelle qui s'appelait donc EncroChat et qui nous a permis de démanteler un certain nombre d'infrastructures utilisées par des criminels. Nous, de notre côté, nous établissons la documentation la plus précise possible, le renseignement le plus fiable possible, le plus sûr possible, pour ensuite transmettre à la justice et aux services d'enquête des éléments qui vont permettre de débuter une enquête et qui vont être à la charge pour les services d'enquête, bien sûr, qui vont devoir être vérifiés et confirmés par les méthodes d'investigation judiciaire. Alors, vous parliez de coopération internationale. On rappelle que le risque cyber n'a pas de frontières. Dans quel cas êtes-vous amené à collaborer avec des organisations européennes et internationales comme Europol ou Eurojust ? Alors, tout le temps. Europol est une organisation qui est déjà assez ancienne, qui est très intégrée, dans laquelle la France est partie prenante depuis très longtemps. Et donc, il y a une circulation d'informations avec Europol qui est permanente. Avec Eurojust également, même si Eurojust, c'est le niveau de la justice, donc la coopération se fera plus au niveau des institutions judiciaires. L'information que nous détenons est toujours intéressante pour les services d'enquête puisqu'elles vont permettre ensuite d'irriguer les autres services européens pour leur permettre de mieux connaître la menace. Par ailleurs, autant je pourrais vous dire que les États se sont mis en ordre de bataille pour traiter la menace cyber depuis quelques années. Dans 10 ans, nous ne travaillerons pas du tout de la même manière et je pense que nous serons beaucoup plus intégrés sur le plan européen, que nous aurons peut-être d'ailleurs des bases de données communes recueillies lors des enquêtes judiciaires qui nous permettront de mieux qualifier, de mieux imputer les attaques. Je ne parle pas d'attribution puisque l'attribution est une notion politique, mais de permettre une meilleure connaissance et une meilleure action préventive et offensive en direction des groupes criminels. Alors, je me tourne désormais vers vous, Pierre-Yves. Vous travaillez chez Orange Cyberdéfense en étroite collaboration avec le ComCyberMI dans le cadre de la collecte de renseignements sur la menace cyber. De quel besoin est née cette collaboration ? Alors, Orange Cyberdéfense est un acteur majeur dans l'écosystème cyber français et européen. Et nous suivons les fraudes et les atteintes auprès de deux grandes catégories de population, les individus, les citoyens et les entreprises. À ce titre-là, notre point de vue est assez unique et permet d'alimenter l'institution sur des grandes tendances cybercriminelles, mais aussi de point à point sur des acteurs d'intérêt, en tout cas d'intérêt au regard des populations que l'on va protéger et qui peuvent être intéressantes pour le ComCyberMI. Nous avons également eu l'occasion d'échanger sur des pratiques communes, des outils communs, des process partagés et l'expertise que nous pouvons avoir, elle relève évidemment des talents que l'on a, donc des ingénieurs, des analystes SOC, mais également de personnes spécialisées dans l'investigation qui ont des compétences linguistiques par exemple très fortes et qui peuvent là encore être d'intérêt pour le ComCyberMI. Alors, vous avez mis en place une plateforme pour collecter des renseignements sur la menace cyber. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, tout à fait. Nous avons mis en place une plateforme qui vient collecter, enrichir du renseignement d'intérêt cyber et notamment sur différentes formes de menaces, par exemple le phishing ou alors les fraudes numériques. Nous sommes tous assaillis par un certain nombre de campagnes publicitaires, parfois malveillantes, parfois totalement illégitimes. Et qui viennent chercher à collecter des informations, des données personnelles, détourner évidemment des sous.
Et donc, cette plateforme a un intérêt pour les citoyens parce qu'elle permet de signaler ce type de fraude et nos analystes vont qualifier la menace et pouvoir rendre un retour aux citoyens en disant c'est un site malveillant ou c'est un site frauduleux, par exemple. Est-ce que vous pouvez expliquer comment elle fonctionne, cette plateforme, pour, Oui. pour un simple citoyen qui veut signaler le SMS de phishing qu'il a reçu aujourd'hui pour une fausse livraison, par exemple? Bien sûr. Dans ce cas-là, vous allez vous rendre sur le portail Orange Cybersecure. Vous allez soumettre le lien qui vous semble suspect ou frauduleux et instantanément, vous allez avoir un retour. Alors, parce que derrière, nous avons eu une base de connaissances extrêmement riche et parce que nous soutenons cette initiative citoyenne, finalement, de qualification de la menace pour rendre une société plus sûre. Donc, il faut se rendre sur Orange Cybersecure. Le lien est présent dans la description de l'épisode. Donc, pour ceux qui veulent l'enregistrer dans leurs favoris, c'est le moment. Donc, quand on reçoit un mail de phishing ou un SMS de phishing, il faut quand même éviter de cliquer sur le lien. C'est un peu difficile de ne pas cliquer sur le lien, mais de copier-coller le lien. Un copier-coller suffira. C'est ça. Exactement. Exactement. Si on tombe dans le panneau et qu'on est victime d'une fraude ou d'un SMS de phishing, il y a d'autres plateformes sur lesquelles on peut signaler cette attaque. Est-ce que vous pouvez nous en parler, colonel Vestieux? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, alors la réponse étatique s'est organisée en plusieurs couches et au fur et à mesure que la délinquance numérique se diversifiait. Donc aujourd'hui, on a 3 grandes plateformes et un service qui s'appelle le 17 Cyber et qui est emmené par Cybermalveillance. Ces 3 plateformes concernent en fait des contentieux qui sont différents. La première plateforme, c'est Pharos et qui concerne bien sûr tout ce qui va être atteinte aux personnes et en particulier tout ce qui va être contenu illicite, en particulier les atteintes à la dignité des personnes et en particulier des mineurs. La deuxième, c'est Thésée et la troisième, c'est Perceval, laquelle concerne principalement les escroqueries aux cartes bancaires. Cette réponse avec plusieurs plateformes devenait un peu complexe pour le citoyen et pour le consommateur dès lors qu'il était victime, surtout que lorsque l'on a été victime d'une atteinte par le biais d'un moyen numérique, on est souvent un petit peu déstabilisé et donc on s'est rendu compte que les gens avaient beaucoup de mal à s'y retrouver dans le dédale des différents menus déroulants, avez-vous été victime d'eux, etc. Et donc pour compléter tout cela, l'idée a été de chapeauter avec le 17 Cyber, la référence au numéro d'appel d'urgence 17 est évidente, de façon à se laisser guider ensuite pour aller se retrouver orienté sur la plateforme iDouane en fonction de la situation à laquelle on est confronté. Alors, je précise que le 17 Cyber n'est pas un numéro de téléphone, c'est vraiment un site internet sur lequel on se rend et on se laisse guider. Voilà, on dit ce qui s'est passé et puis après, on est redirigé vers la bonne plateforme justement pour faire sa déclaration. Alors, pourquoi est-ce nécessaire justement de lier nos forces, notamment via des partenariats comme le vôtre, des partenariats publics-privés, pour renforcer la cybersécurité de notre pays ? Pour nous, l'importance de travailler avec le secteur public, elle est évidente parce qu'ils ont accès à des typologies d'informations très spécifiques, très orientées vers un domaine particulier, mais qui nous concerne également, bien sûr, en tant qu'opérateur historique pour le groupe Orange, et parce que Orange Cyberdéfense a l'habitude aussi de travailler étroitement avec le secteur public. Il y a aussi des enrichissements mutuels qui peuvent se faire. On va comprendre des expertises qui sont requises aussi en face dans le secteur public. Et puis nous-mêmes, nous pouvons parfois avoir accès à des outils spécifiques ou avoir des compétences vraiment très pointues que l'on peut mettre à profit et essayer d'élever le niveau de maturité de chacun et surtout d'expertise de chacun. Sur le versant étatique, il était important pour nous de nous rapprocher des opérateurs privés et en particulier d'Orange, parce qu'Orange est l'opérateur historique sur les réseaux français. Il y a une logique de milieu très particulière en fait dans le domaine cyber. Contrairement au monde physique,
où les forces de sécurité intérieure exercent une action de surveillance sur la voie publique et sont donc disponibles pour intervenir d'initiative dès lors qu'elles constatent qu'il y a une situation de trouble. L'accès au réseau dépend étroitement des opérateurs qui les administrent et qui vont également opérer les opérations de remédiation. C'est un petit peu comme si nous étions le shérif d'une ville où il n'y aurait que des résidences privées et où nous n'aurions connaissance d'une infraction que suite à l'appel des gens qui y résident ou suite à l'action des agents de sécurité qui seraient en charge de surveiller ces périmètres. Donc en fait, les opérateurs et les fournisseurs d'accès Internet sont ceux qui disposent de l'information première concernant les groupes de cybercriminalité et en particulier parce qu'ils captent cette information lors des opérations de remédiation ou lors des opérations de secours qu'ils mènent sur les réseaux. Mais pour qu'il y ait le prolongement judiciaire et la réponse pénale appropriée et l'ouverture de poursuites, il faut que cette information glisse des mains de l'opérateur privé qui en est le détenteur vers le secteur public afin que nous, on puisse le traiter. C'est là qu'on va passer d'une logique de réponse à incident à une logique de répression pénale. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur l'état de la menace cyber? Quand je dis que la France est un des pays les plus attaqués au monde, est-ce que vous confirmez cette information? Beaucoup de chiffres circulent sur les atteintes cyber. Ils sont souvent quand même difficilement vérifiables. Pour autant, il est vrai que la France subit un très haut niveau d'atteinte par le biais numérique pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est que les services d'État sont bien organisés pour disposer de la longue vue nécessaire pour observer ces attaques. Et donc nous avons une connaissance très précise des attaques qui sont menées, même s'il est vraisemblable qu'il existe un chiffre noir. Parce qu'il y a bien sûr des opérateurs ou des entreprises ou des entités qui soit n'ont pas intérêt à faire part de l'attaque dont elles ont fait l'objet parce que leur système n'était pas forcément tout à fait aux normes, parce que le niveau de sécurité requis n'était pas forcément atteint, et puis parce qu'il y a également une modification du comportement des criminels. Si on prend les ransomware par exemple, aujourd'hui nous sommes surpris par le fait que l'attaque par ransomware marque un palier. En réalité, ce palier n'est pas logique dans la mesure où aujourd'hui, déjà premièrement, le ransomware rapporte beaucoup d'argent à ceux qui les commettent, ça c'est la première chose. La deuxième chose, avec les plateformes de ransomware as a service, on a la possibilité de faire monter au niveau d'une criminalité assez sophistiquée des gens qui en réalité n'ont pas le niveau technique, mais qui empruntent les moyens des autres. Et enfin, la surface d'attaque augmente en permanence. De ce fait, il n'est pas logique que l'on constate moins d'infractions. Ce qui veut dire qu'il y a vraisemblablement une part non négligeable des victimes qui ne se déclarent plus pour des raisons qui peuvent être assez aisées à comprendre. La première, c'est qu'une fois la remédiation faite, eh bien le problème est réglé, en tout cas dans l'esprit de la victime. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a vraisemblablement des criminels qui demandent des rançons plus raisonnables, de façon à inciter la victime à payer et à se débarrasser du problème, on va dire, à moindre coût. Alors, sur le plan des attaques, la France est attaquée déjà parce que la France est un pays où les usages numériques sont quand même très répandus, qu'il s'agisse des usages des organisations ou des usages des particuliers. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la France est également attaquée pour des raisons géopolitiques et pour les positions qu'elle prend sur la scène internationale dans des conflits armés qui se déroulent soit à l'est de l'Europe, soit au Proche-Orient. Et on a vu d'ailleurs des grands acteurs criminels, ou en tout cas activistes, qui se sont fragmentés du fait des prises de position qu'ils ont pu prendre sur un certain nombre de conflits. Je pense notamment aux nébuleuses Anonymous qui se sont très largement clivées sur la question de l'Ukraine et de la Russie, sur la question également du Proche-Orient. On a observé par exemple que la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental avait provoqué un surcroît d'intérêt de la part d'un certain nombre d'acteurs criminels
Donc la France, effectivement, est un pays qui est très exposé, mais la France est un pays qui a su s'organiser et la France est un pays qui est moteur. Alors maintenant, sur la manière dont la menace évolue, je ne vous aurais pas dit la même chose il y a un an. Il y a un an, l'intelligence artificielle était un sujet très marginal, un sujet de scientifique, un sujet très lointain. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est partout, et en particulier dans les actions délinquantes, et elle est utilisée à bien des égards. Elle est utilisée pour augmenter la qualité des attaques, pour augmenter la qualité ou la crédibilité des escroqueries, pour améliorer également l'étude des vulnérabilités des systèmes qui vont être attaqués. Et donc l'actualité, l'avenir, même le présent, c'est l'usage ou le surusage de l'intelligence artificielle, parfois débridée. C'est-à-dire qu'on va enlever les barrières qui vont faire qu'on ne va pas pouvoir accéder à un certain nombre d'informations par le biais de l'AI. Et donc, il y a aujourd'hui sur le Darknet des prestataires qui offrent des outils d'intelligence artificielle à vocation criminelle. Pierre-Yves, qu'est-ce que vous constatez, vous, au sein du CERT chez Orange Cyberdéfense ces dernières années ? On voit que la France est une cible majeure pour les cybercriminels, dans le top 3 après les pays anglo-saxons. Pour donner quelques informations ou quelques renseignements sur ce que nous pouvons observer, c'est également des demandes de rançon qui sont généralement entre 100 000 et 250 000 euros. Donc, très loin parfois de ce qu'on peut voir dans la presse avec des demandes de plusieurs dizaines de millions d'euros. Non pas qu'elle n'existe pas, mais en tout cas, ce que nous observons, c'est principalement cet ordre de grandeur. Alors, ce que je retiens aussi de notre discussion aujourd'hui, c'est que chaque citoyen aujourd'hui doit devenir acteur de la cybersécurité du pays en signalant de manière proactive les SMS de phishing, les mails de phishing qu'il reçoit. C'est vraiment une recommandation que vous donnez. Oui, nous croyons fermement à cet esprit de WES de la cybersécurité où chacun en fait devient un acteur pour dénoncer une fraude ici, une page de phishing ici et ainsi participer à l'effort collectif pour rendre une société plus sûre. C'est le mot de la fin, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous les deux d'avoir accepté cette interview. J'en profite également pour remercier Julie Carrier et Anouk Schmidt de chez Orange Cyberdéfense qui sont à l'initiative de cette mini-série. Chers auditeurs, cette mini-série ne s'arrête pas ici. Sachez que d'autres épisodes sont en projet avec des intervenants toujours aussi prestigieux et passionnants. Colonel, Pierre-Yves, encore merci d'avoir participé à cet épisode et à tous, je vous dis à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode du monde de la cyber. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, c'est que vous commencez à bien accrocher à ce podcast. Alors si vous voulez découvrir les coulisses et être au courant de toutes les actus, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram, le monde de la cyber. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast et à me laisser un petit commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Ça m'aide beaucoup à faire grandir le projet et ça me fait super plaisir de lire tous vos petits messages. Merci à vous et à très vite dans le monde de la cyber.